En bord de Seine, une petite maison du côté de Rouen, c'était le rêve de Max et Virginie. Ils y ont investi leurs économies il y a 10 ans. On en a visité 4 et on s'est arrêté sur celle-ci et on est revenu dès le lendemain pour pouvoir signer, se mettre d'accord sur le prix avec le vendeur. C'est vraiment été le coup de cœur. Un coup de cœur à 90 000 €. Pourtant, si Max et Virginie voulaient vendre leur maison aujourd'hui, ils perdraient sûrement de l'argent car elle présente un vice caché. Sous la peinture des murs du salon se dissimule une substance très dangereuse pour la santé. Ils l'ont découverte par hasard. Et alors ce salon, vous en profitez aujourd'hui ? Malheureusement aujourd'hui, non, on ne l'utilise pas. Puisque suite à la pose de cet escalier, on a découvert qu'en réalité il y avait de l'amiante. Impossible d'effectuer des travaux sur les murs car cela provoquerait des poussières d'amiante, classées cancérigènes. Il y en a dans toutes les cloisons du salon. On aurait une trentaine de mètres carrés, vous en avez ici. Tout ça, c'est des plaques d'amiante. Tout ça, ce sont des plaques de fibrociment, donc contenant de l'amiante. Et voilà, on en a jusque-là, jusqu'à ici. On sent bien, et nous pensions que c'était du placo. Malheureusement, c'est des plaques de fibrociment amiantées. Pourtant, lors de la vente de la maison, comme la loi l'y obligeait, le vendeur avait fait faire un diagnostic amiante. Dans ses conclusions, l'expert était formel. Voilà, on a rapport de repérage amiante. Conclusion, pas d'amiante. Max a attaqué le diagnostiqueur en justice. Afin d'étoffer son dossier, il a fait appel à un expert en bâtiment, Bruno Moreau. Selon lui, le diagnostiqueur aurait dû repérer l'amiante. C'était très facile. Il suffit de sonner la plaque pour reconnaître le bruit caractéristique de l'amiante ciment, alors qu'une plaque de placo va sonner d'une façon mate et non pas donc comme une peau de tambour, tel que je le fais là. Deuxième indice, la surface des cloisons. Cet aspect nid d'abeille est caractéristique des plaques d'amiante, contrairement aux placos dont la face serait lisse. Enfin, le diagnostiqueur aurait très bien pu enlever les bouches d'aération. Il aurait alors constaté que la tranche de la cloison était grise, symbole de l'amiante. Coût estimé pour l'enlèvement des plaques, plus de 10 000 €. Max a attaqué le diagnostiqueur en justice en 2006 et l'affaire est toujours en cours. Entre les honoraires d'avocat, le prix des expertises, il a déjà avancé plus de 11 000 €. Mon histoire, c'est dommage, c'était une maison sympa. Aujourd'hui, mon épouse commence à perdre patience. C'est vrai qu'elle se pose des questions. Est-ce qu'on le revend ? Est-ce que, ce qui serait dommage. Donc je vais continuer mon parcours du combattant en espérant qu'en 2014, on ait une bonne réponse des tribunaux. Cela fait 18 ans que la loi a rendu le rapport amiante obligatoire en cas de vente ou de location d'un logement. Depuis, les diagnostics en tout genre se sont multipliés pour calculer la surface d'un appartement, détecter les termites ou le plomb, vérifier les installations de gaz, d'électricité, calculer la consommation de chauffage ou évaluer les risques naturels. Tous ont pour but de protéger l'acquéreur contre une mauvaise surprise. Ces diagnostics imposés concernent aussi la voiture qui doit passer un contrôle technique tous les 2 ans. Un projet européen parle même de l'étendre aux 2 roues. Ces diagnostics remplissent-ils leur objectif ? Sont-ils toujours utiles ? Quels sont les enjeux financiers de cet énorme marché ? Notre enquête commence dans le Vexin, près de Rouen. Olivier Verhaeghe est diagnostiqueur depuis 15 ans. Il s'est spécialisé dans les calculs de surface, l'amiante et l'électricité. Il réalise aussi le dernier né des diagnostics qui permet d'évaluer la consommation en chauffage d'un logement. Démonstration aujourd'hui chez Jérémy Bayeux qui vend sa maison. Olivier Verhaeghe, je viens pour votre diagnostic de performance énergétique. D'accord, bonjour. Bonjour. Pour savoir si ce pavillon est énergivore, Olivier Verhaeghe va évaluer l'isolation et la qualité des équipements de chauffage. Pour cela, il va mettre son nez dans tous les recoins. Les convecteurs, le ballon d'eau chaude, C'est un ballon électrique. le compteur électrique, les fenêtres, les combles, tout est examiné de près.
Je vais essayer de jeter un petit coup d'œil dans le vide sanitaire. Même les entrailles de la maison sont passées au peigne fin. Son enquête terminée, Olivier Vérac va donner une note à ce pavillon. Pour Jérémy, meilleure sera la note, mieux il vendra sa maison. Car avec la flambée des prix de l'électricité et du fioul, c'est devenu un outil de négociation. Cette note, c'est en fait une lettre. A pour les biens très isolés, G pour les énergivores. La maison sort avec une étiquette E. Alors E, on est plutôt dans la moyenne faible. Ici, en coût de chauffage, j'ai une estimation de coût annuel de 807 € et en eau chaude sanitaire de 265, ce qui donnerait un total annuel de 1186 €. D'accord. Alors je ne sais pas quel est le montant de vos C'est à peu factures. près ça. Olivier Vérac est tombé juste. Mais les diagnostics énergétiques sont-ils toujours aussi précis et aussi fiables? Tous les professionnels poussent-ils leurs investigations aussi loin? Pour répondre à ces questions, rendez-vous en banlieue parisienne, dans un pavillon. Là, nous allons faire réaliser un diagnostic par 4 spécialistes dans la même journée. Bonjour le chien. Il n'est pas méchant, hein. C'est juste que je veux pas qu'il parte. Et là, vous pensez que vous en avez pour combien de temps? Première différence, le temps passé sur place. Il y a les pressés et les pointilleux. Vous en avez pour combien de temps, vous pensez? Normalement, en 1 heure, j'ai fini. D'accord. Objectif de notre test, voir si nos 4 diagnostiqueurs vont tous donner la même note à notre pavillon. Première surprise, tous ne cherchent pas à vérifier quelle est l'isolation du grenier, alors que c'est une information importante. À l'étage, il y a cette trappe au plafond qui permet d'accéder au comble. 3 des 4 diagnostiqueurs vont bien faire leur travail et monter dans le grenier pour vérifier s'il y a de la laine de verre. En revanche, le 4e passe plusieurs fois devant la trappe sans s'en soucier. Il va préférer se contenter de ce qu'on lui dit. Vous savez pas le type d'isolation qu'il y a là-haut, dans les combles? Dans le grenier? Non. Il va noter « information inconnue ». Pourtant, il y a bien un isolant dans le grenier. Cela aurait été un bon point pour la note de notre diagnostic. Et pour l'isolation des murs, ce n'est pas mieux. En pierre, c'est 32. Avec le doublage, je sais pas qu'ils ont fait une isolation. Comme ils n'ont aucun moyen de voir à travers les cloisons, ils laissent un logiciel deviner à leur place. Ce qu'il y a, c'est que si je connais pas les isolants, je vais mettre inconnu et il va me prendre ce qui était habituellement utilisé dans les années de construction. En fait, la note va être calculée à partir d'informations hypothétiques et incertaines. Deuxième surprise, et pas des moindres, le sous-sol. Ah, oh bah oui, j'ai pas vu. Il y a plusieurs convecteurs, car cet ancien garage est chauffé. Du coup, le diagnostiqueur décide d'inclure le sous-sol dans la surface habitable. Donc c'est plus 80 mètres carrés, c'est 120 mètres carrés. Cela modifie complètement le calcul de son étude par rapport à celle de ses collègues, qui ne vont pas prendre le sous-sol en compte. On est dans l'aléatoire le plus total. Troisième et dernière surprise, les petits arrangements entre amis. Selon la souplesse du technicien, il est parfois possible de négocier sa note. Exemple, avec ce monsieur qui est en train de calculer le diagnostic énergétique. Je vais, par contre, j'ai pas encore rentré tous les compteurs, mais non, Ça change tout ou pas? ça va aggraver encore un peu. On peut s'en Ah, bah c'est dommage. Il n'y a pas moyen de rester en D en modifiant légèrement quelque chose Oui, si. pour s'arranger. La nature d'isolant sur les parois. Si on le connaît, c'est bien. Nous ne connaissons pas l'isolant des murs, alors le diagnostiqueur va l'inventer.
Je vais mettre 7 cm de polystyrène expansé. On va voir ce que ça donne. Ça va s'améliorer. Forcément. Donc là, j'arrive à D. Ça me paraît optimiste quand même, pour tout vous avouer. Donc je vous l'envoie sur votre boîte mail dans l'après-midi. S'il vous plaît. Voici donc nos 4 diagnostics énergétiques. Pour une même maison, nous obtenons 2 fois un D et 2 fois un E. Quant aux estimations de consommation, elles vont du simple au double. 1 175 € par an pour la plus basse, 2 314 pour la plus haute, soit plus de 1 000 € de différence. C'est considérable. Mais il y a encore plus incohérent. Pour le démontrer, nous retournons en Normandie. En fait, il existe des failles dans la réglementation qui rendent certains diagnostics énergétiques totalement inutiles. Exemple avec cette longère à colombage construite au XIXe siècle. Le diagnostiqueur Olivier Verhaeghe nous accompagne. Pour les logements construits avant 1948, comme ici, la consommation se calcule uniquement à partir des factures de chauffage. Donc vous avez besoin de quelle facture? Donc si possible, j'ai besoin de 3 années de facture de fourniture de fioul. Voilà. Se baser sur la consommation de ceux qui vivent là, à première vue, ça a l'air logique. Problème, si la maison n'est pas occupée tout le temps, cela peut aboutir à des résultats qui n'ont pas de sens. Et c'est le cas ici. Donc là, c'est une résidence secondaire Oui. qui n'est pas chauffée l'hiver, elle est juste maintenue à 7 Oui. degrés. Avec le mode de calcul sur facture, c'est automatique. Plus la consommation est faible, meilleure est la note. Or, notre fermette est inoccupée l'hiver. Ses propriétaires consomment donc peu de fioul, beaucoup moins qu'une famille qui vivrait là à plein temps. Leur maison va donc se voir attribuer une très bonne note. Et voilà l'étiquette énergétique. On arrive à un B de mémoire sur un certain nombre de diagnostics qui chiffrent par centaines. Je crois que j'en ai eu 1 ou 2. Ah d'accord. Ce ne sont que les maisons neuves très récentes qui obtiennent des B? En l'occurrence, il s'agissait de maisons assez récentes, réhabilitées en plus avec des grandes caractéristiques, des caractéristiques thermiques intéressantes, remplacement des vitrages, double vitrage argon partout. Oui, donc là, c'est un petit peu une plaisanterie d'être classé en B ici. Le B sur cette maison n'est pas significatif. Avec cette très bonne note, un B, le futur acquéreur de notre maison pourrait croire naïvement qu'il achète une longère très bien isolée. Pourtant, dans la réalité, c'est une passoire énergétique. Pour éviter cela, Olivier Verhaeghe a rajouté cette précision en bas du document. Cette maison est une résidence secondaire dont l'occupation est très limitée. Les étiquettes énergétiques ne sont donc pas significatives. Alors, à quoi bon payer un diagnostic de performance énergétique, ce que l'on appelle le DPE, si c'est pour obtenir un résultat incohérent? Cette question, nous sommes allés la poser ici, à La Défense, au ministère du Logement. Donc là, on a fait faire un DPE par un diagnostiqueur dans une résidence secondaire sur facture. Et voilà, il trouve ça comme résultat. Oui. C'est-à-dire, il trouve un très très bon résultat, c'est-à-dire une classe énergétique en B avec seulement 710 € de moyenne de consommation par an. C'est très clair que sur des résidences secondaires, après, ça ne peut pas fonctionner. Enfin, il faut que quand même ça soit un comportement un minimum classique. Non, mais est-ce que ça a un sens de payer pour quelque chose qui n'a pas de résultat? Alors, c'est ce que je disais, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de résultat parce qu'il y a d'autres volets dans le DPE sur les prescriptions de travaux donc, qui sont fournis, donc il y a quand même un travail qui est fourni. Les préconisations de travaux, les voici. Le diagnostiqueur nous conseille d'acheter une pompe à chaleur géothermique ou encore d'investir dans des poêles à bois. Bref, on doit payer un diagnostic uniquement pour qu'il nous dise de dépenser plus dans des travaux. Les diagnostics ne sont donc pas toujours utiles ni fiables. Ces mauvaises surprises sont-elles réservées au seul secteur de l'immobilier? Rien n'est moins sûr. Dans l'automobile, il y a aussi un test obligatoire pour tous les véhicules âgés de plus de 4 ans. C'est le contrôle technique. Il coûte 70 € en moyenne et doit être effectué tous les 2 ans. Son but, éliminer les véhicules dangereux. Phares,
freinage, direction. 124 points doivent être vérifiés par un centre agréé. Quand tout va bien, on obtient cette vignette. Mais ce sésame est-il vraiment un gage de sécurité? Le contrôleur prend-il le temps de tout vérifier? Pour le savoir, nous allons voir Mehmet Pala, garagiste à Paris. Avec son aide, nous organisons un test. Nous allons volontairement créer des défauts sur notre voiture. But de la manœuvre, vérifier le sérieux des contrôles techniques. Mehmet commence par se pencher sur ce réservoir qui contient le liquide de frein. Lors du contrôle technique, le niveau de ce liquide doit être obligatoirement examiné, car s'il est trop bas, les distances de freinage s'allongent et il y a danger. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vérifier que le contrôleur vérifie bien le niveau du liquide de frein? Il faut diminuer le niveau. Alors comment on peut faire? On peut l'enlever avec le seringue. Alors on y va? Le trait vert représente le niveau minimum requis. Le trait rouge marque ce qu'il reste de notre liquide de frein après pompage. Normalement, au contrôle technique, est-ce que ça passe? Elle passe pas. On rentre dans la zone danger, là. Exactement. Qu'est-ce qu'on lui fait d'autre à cette voiture? Les ampoules? Les ampoules, ça c'est classique de toute façon. L'éclairage de la plaque d'immatriculation fait partie des points que le contrôleur doit vérifier. Nous enlevons donc les 2 ampoules. Le garagiste va aussi débrancher le klaxon. Pour cela, il déconnecte un fil camouflé derrière le pare-choc. Alors, dernière opération, les roues. Normalement, le contrôleur doit en vérifier toutes les fixations. Nous décidons de desserrer un boulon. Voilà, on l'a desserré. Vous allez pouvoir rouler au dépannage, juste pour faire quelques kilomètres. Mais avec une grande vitesse, la roue, avec la vibration, il peut se desserrer les autres boulons. Vous perdez la roue et ça peut faire un accident mortel. Avec le liquide de frein, le klaxon, la roue, nous avons touché à des organes clés de sécurité. S'ils ne sont pas repérés à temps, ces défauts peuvent à terme mettre des vies en danger. Le but du contrôle technique est justement de signaler ces anomalies. Mais cet examen est-il infaillible? Direction les centres de contrôle technique avec notre voiture trafiquée. Nous avons choisi les 5 enseignes les plus connues. Les contrôleurs vont mettre de 30 minutes pour les plus pressés à 45 minutes pour les plus consciencieux. On vérifie les ceintures, on vérifie les électros, on vérifie les sièges, on vérifie les volets. Ont-ils bien vérifié les 124 points obligatoires? Manifestement non. Les résultats de notre test s'avèrent étonnants. Seul point positif, la plaque d'immatriculation. Les 5 contrôleurs ont tous bien noté l'absence d'éclairage. En revanche, pour le klaxon, 2 d'entre eux n'ont rien remarqué, ce qui signifie qu'ils ne l'ont même pas testé. Encore plus surprenant, pour le liquide de frein, 4 contrôleurs sur 5 n'ont rien vu. Le plus inquiétant concerne le boulon desserré sur la roue. Aucun des 5 contrôleurs n'a repéré quoi que ce soit. Comment expliquer de telles défaillances? Pour comprendre, nous avons rendez-vous avec la présidente du syndicat des contrôleurs techniques, Martine Houlière. Nous voulons lui soumettre notre test sur cette tablette. Vous voulez bien venir regarder avec nous les tests qu'ils ont fait dans les centres? Comme ça, on va... Le chef de centre vient l'épauler. Donc là, oui, il enlève du liquide. Normalement, au contrôle technique, est-ce que ça passe? Elle passe pas. On rentre dans la zone danger, là. Exactement. Là, on est un peu en dessous du niveau.
Voilà. Bon, vous avez raison. Je veux dire, c'est votre travail d'aller en effet tester la qualité du contrôle. Moi, je voudrais quand même rappeler que sur les éléments de sécurité majeurs, freinage, éclairage, pollution, il n'y a aucune erreur possible, absolument aucune, puisque tout est informatisé. Les mesures sans erreur possible dont elle parle, ce sont celles qui sont prises par des machines. Test de freinage ou réglage des phares, par exemple. Le problème, c'est que sur les 124 points, seuls 12 sont concernés. Les 112 autres sont soumis à des contrôles visuels, autant dire au sérieux du contrôleur. Le problème, c'est pour ce qui est le contrôle visuel. Alors, là, manifestement, c'est pas sérieux. Non. Je ne peux pas dire que c'est pas sérieux, parce que c'est pas vrai. Il appartient quand même à l'automobiliste de vérifier l'entretien de son véhicule et d'en assurer l'entretien de manière permanente. Un klaxon qui ne fonctionne pas, excusez-moi, mais un automobiliste, c'est très facile d'appuyer et de s'apercevoir que son klaxon ne fonctionne pas. Ça fait partie des 124 points qui auraient dû être contrôlés. Ça fait partie des 124 points, mais ça fait aussi, je pense, partie du devoir qu'a tout automobiliste d'entretenir régulièrement son véhicule. Le contrôle technique, instauré en 1992, a quand même permis d'écarter de la circulation des milliers de voitures dangereuses. C'est un énorme marché d'1,5 milliard d'euros qui suscite en coulisses les convoitises des lobbies. Il y a 2 ans, la Commission européenne a proposé d'étendre le contrôle technique aux scooters et aux motos. Ce projet a été accueilli vivement, comme le montre cette vidéo tournée par la Fédération française des motards en colère. Ils manifestent devant le siège français de DEKRA, la plus grande enseigne de contrôle technique. Nous avons retrouvé l'un des organisateurs de cette action coup de poing, Jean-Marc Bellotti. Alors elle a passé le contrôle technique, cette moto là? Et non, elle a la chance de ne pas passer de contrôle technique et on espère qu'elle aura la chance aussi de ne jamais le passer. Il mène son combat avec Éric Thiollier. Salut Eric. Le président de la Fédération des motards en colère. Alors ce contrôle technique? Pour eux, ce projet européen, c'est avant tout une histoire de lobbying et de possibles conflits d'intérêts. Le parc circulant de 2 roues motorisés en Europe, c'est 40 millions de véhicules. 40 millions de véhicules à 50 € le contrôle technique tous les ans, ça fait un paquet de bifetons. Et évidemment, il y en a à qui ça n'a pas échappé. Ce qui a intrigué Éric Thiollier, c'est l'origine des études d'accidentologie qui ont servi aux membres de la Commission européenne. La moitié des rapports cités est signée par le groupe allemand DEKRA, le leader mondial du contrôle technique. Ils sont un peu intéressés par... Quand j'ai reçu pour la première fois le document, mais les bras m'en sont tombés. Je me dis, mais ils se cachent même plus. Enfin, vraiment, ils sont tout à fait ouvertement, ils sont là, ils sont cités par la Commission européenne pour justifier leur réglementation. Imaginez un labo pharmaceutique qui demande que certains médicaments deviennent obligatoires. J'imagine qu'il aurait au moins la décence de faire ça discrètement. Non, là, ça apparaît très très clairement. Ils sont jugés partis, ils demandent un contrôle technique, bien sûr, pour tout l'intérêt de leur business. À l'Assemblée nationale, les députés ont rendu un avis. C'est un non au contrôle technique pour les 2 roues. Yves Savary est à la tête des partisans du non. Il nous raconte comment un jour, il a vu débarquer dans son bureau 2 lobbyistes de DEKRA. Ils m'ont évidemment tous parlé de leur volume d'affaires, et non pas de la sécurité routière, en disant qu'ils regrettaient la position que j'avais prise, parce qu'en réalité, c'était un secteur qui ne faisait pas tant de profit que ça, qui était plus ou moins en difficulté avec la baisse des ventes ou des achats de véhicules, que sais-je. Bon, bref, on est dans l'économique, on est accessoirement dans la sécurité routière. Ils ont fait beaucoup pour la sécurité routière. Je ne dirais pas condamner le fait qu'il y ait des contrôles techniques. Je dis simplement qu'il ne faut pas assommer les gens de contraintes de cet ordre-là. Pour comprendre la genèse de ce projet, nous nous rendons à Bruxelles, à la Commission européenne. Dans leur projet de règlement, les commissaires justifient leur démarche par cette phrase. 8% des accidents impliquant des motocycles sont dus ou liés à des défaillances techniques.
Une phrase qui n'est pas anodine car ce chiffre, 8%, est justement cité dans un rapport, le rapport DEKRA. Pour mieux comprendre, nous rencontrons Zabol Schmidt, responsable de l'unité sécurité routière. Est-ce que vous trouvez normal que la Commission européenne se base sur des études d'entreprises privées qui sont juges et parties dans ce domaine du contrôle technique? Il n'y a absolument pas de raison de douter. Ces chiffres n'ont pas été produits par la filiale qui réalise directement les contrôles techniques, mais par le pôle de recherche DEKRA. Le pôle de recherche DEKRA, qui l'a financé? C'est DEKRA. Vous devriez leur demander. Je ne sais pas comment ces études sont financées. Pourtant, sur la couverture du fameux rapport, on voit très bien qui a financé cette étude. C'est DEKRA Automobile et SARL. C'est DEKRA. Oui, ça appartient à la grande famille DEKRA. Alors c'est pareil. Je pense que vous devriez être prudente. Ce n'est pas parce que c'est le même nom que les études sont partiales. Vous n'avez jamais rencontré un lobbyiste de DEKRA, vous-même? Moi, jamais. Nous avons proposé une interview à DEKRA, qui a refusé. Les scooters et les motos devront-ils, comme les voitures, se faire ausculter tous les 2 ans? Pour l'instant, le lobby des motards a gagné une première bataille. La Commission européenne a reporté sa décision à 2022.